Un regard sombre sur l'humanité peut en fait nous révéler un fait étonnant. Au fond de nous tous sommeille l'instinct de survie qui date des hommes de l'âge de pierre. Il y a des milliers d'années de ceci, la graisse, le sucre, la viande et les hydrates de carbone étaient essentiels pour survivre aux conditions extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, un empire mondial a exploité cette tactique ancestrale et génère maintenant chaque année des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Cet empire porte le nom de McDonald's. Mais comment deux pauvres enfants d'immigrés ont-ils pu en fait poser la première pierre de la chaîne de fast-food la plus populaire du monde entier? Qui étaient les véritables héros qui se cachent dans les coulisses? Et quel est le rapport entre des noms comme Hollywood, Walt Disney et Ford ainsi que tout ceci? Dans cette vidéo, nous t'emmenons dans un voyage passionnant à ce sujet. Un passé qui t'apprendra énormément de nouvelles choses et te fera craindre de nouvelles choses. Es-tu prêt donc à découvrir toute la vérité sur l'euphorie de McDonald's? On remonte de ce pas au début des années 1900, lorsque deux garçons ainsi que leurs parents et trois sœurs sont arrivés en Amérique en tant qu'immigrés irlandais. Leur famille était pauvre. Leur père travaillait dur dans des usines de chaussures. Leur mère était femme au foyer. Les deux garçons, nommés Maurice, également Mark, Richard ou Dick McDonald, ont grandi dans un quartier où les perspectives d'avenir étaient totalement inexistantes. Dans le désespoir de leur dure journée d'enfance et des rares familles riches autour d'eux, ils ont ensuite commencé très tôt à rêver de devenir un jour eux-mêmes des millionnaires. Richard n'avait que 8 ans lorsqu'il a appris à son père qu'il serait millionnaire. Mais ils avaient beau rêver, ils étaient également exposés à l'image cruelle de leur environnement et ils ont vite compris que leur rêve ne pourrait sûrement jamais se réaliser s'ils restaient dans cette même région. C'est ainsi que, en 1926, Mac prit finalement la décision de tout plaquer et de partir dans son chemin vers l'ouest. Il a été aidé à l'époque par un parent éloigné qui travaillait à Hollywood et qui avait des liens avec l'industrie qui était en plein essor, l'industrie cinématographique. Mac a fait des petits boulots, mais son frère a vite commencé à lui manquer. Il pensait beaucoup à lui ainsi qu'à leur rêve commun. Dick McDonald ne l'avait pas oublié non plus et, après avoir terminé son école secondaire avec succès, il lui a fait également ses valises et est parti pour Hollywood afin de se rassembler avec Mac et d'échapper aux griffes de la pauvreté ainsi qu'un avenir sans espoir. Mais Hollywood avait lui également ses inconvénients. Les deux travaillaient dans de petits boulots, surtout dans la production de films. Les salaires étaient bas et ils se rendaient compte qu'ils ne pourraient sûrement jamais devenir riches avec une telle carrière. Ils ont donc réfléchi ensemble à la manière de pouvoir économiser autant d'argent que possible, bien sûr, tout en restant dans l'industrie cinématographique. Un jour, ils surprirent par hasard une conversation entre deux grands producteurs de films. Ils parlaient d'une salle de cinéma qui était actuellement en ruine. Le nom du théâtre était Mission Theater et il se trouvait près de Los Angeles. Mac et Dick ont eu de grandes oreilles à l'époque et sont allés voir le propriétaire le lendemain immédiatement. Ils ont eu de la chance, car celui-ci voulait vendre le théâtre cinématographique en raison de ce faible revenu et lui ont donc proposé un marché. Ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour l'acheter, mais ils voulaient tout de même l'exploiter à sa place et en cas de succès, ils se montreraient bien sûr plus généreux que s'ils l'avaient acheté. D'ailleurs, en reprenant le ciné-théâtre, les frères McDonald's avaient déjà pensé à la passion humaine pour la nourriture. En effet, ils ont fait installer un snack bar et ont donné au cinéma un nouveau nom, The Beacon. Le cinéma commençait enfin à faire des bénéfices et les Beacons étaient en fait sur la bonne voie. Les frères étaient sur la bonne voie, les clients pouvaient grignoter du popcorn et des chips tout en regardant leur film préféré, ce qui donnait au Beacon un air de maison. Mais la joie ne devait pas durer longtemps, car en 1929, l'Amérique connut un gros crash boursier et les revenus des frères McDonald's chutèrent rapidement. Souvent, ils décidaient de s'asseoir ensemble, toujours sous le coup du succès incroyable de leur cinéma. Ils avaient déjà flairé une bonne percée, mais à cause de forces qu'ils ne maîtrisaient pas, ils n'avaient pas été en mesure de maintenir leur cinéma à flot. Ils ont donc décidé de s'accrocher à leur rêve coûte que coûte et ont investi toutes leurs économies dans The Beacon pour le maintenir en vie et donc le sauver de cette crise économique qui faisait rage aux États-Unis. Un jour déprimant, ils se tenaient tous deux devant l'entrée de leur cinéma. Ils ont remarqué que le petit stand de hot dog en face avait des clients toute la journée.
Ils ont en fait réalisé que la passion humaine pour la nourriture était constante, peu importe les temps difficiles, même dans des moments comme une crise économique. Pensons-y ensemble 2 minutes. Qu'est-ce que tu préférerais acheter en temps de crise économique? Des billets de cinéma ou de la nourriture? Bien sûr, de la nourriture. Et c'est ce dont Mac et Dick avaient pris conscience exactement en ce moment. Quelles que soient les circonstances, les gens essaieraient toujours de convertir leur argent en nourriture, ils en ont besoin. Alors, après 7 années de lutte désespérée pour sauver leur cinéma, ils ont finalement pris la décision de le vendre. Ils ont donc pris cette fois une nouvelle direction, et en 1937, ils ont utilisé le produit de la vente pour ouvrir leur premier restaurant, baptisé Air Dome. Bien qu'ils ne sachent pas trop quoi faire de ce restaurant, il était tout de même idéalement situé près de l'aéroport sur la route 66, et c'était un lieu qui leur semblait rentable. Inspirés par le stand de hot-dog près du cinéma, ils ont commencé à y vendre des hot-dogs eux-mêmes, et un peu plus tard des hamburgers et du jus d'orange à volonté. Leur commerce est vite devenu florissant. Les chauffeurs de camions et les ouvriers aimaient l'idée de leurs plats délicieux et bon marché. Les frères McDonald's pensaient donc avoir réussi. Mais en 1940, ils ont été confrontés à un nouveau problème. Ils virent que, en raison de l'emplacement de leur restaurant, ils étaient également dépendants des saisons. Cela ne leur plaisait pas du tout. Ils n'aimaient pas cette dépendance et savaient qu'ils avaient le potentiel de faire bien plus. Ils ont donc décidé de changer de lieu et de suivre une nouvelle fois une nouvelle idée commerciale. Mais ils se sont une fois encore heurtés à l'obstacle de l'argent. Ils ont dû faire le tour de toutes les banques de la ville afin de tenter d'obtenir un crédit. Ce furent des tentatives frustrantes, tu t'en doutes. Après la crise économique, les banques américaines n'avaient aucun goût pour ce genre d'idées commerciales et toutes refusaient leurs projets, sauf une. La Bank of America a finalement été l'unique banque qui décida de leur accorder un crédit de $5 000. Mac et Dick étaient ravis d'accepter cet argent et se sont dirigés vers San Bernardino, une petite ville à l'est. Ils ont donc ouvert leur deuxième restaurant, appelé cette fois McDonald's Barbecue, étant donné que le menu était principalement composé de plats de viande grillée. Les frères étaient intelligents et observaient la situation économique afin de comprendre ce que leur clientèle désirait le plus. À l'époque, les restaurants drive-in étaient à la mode et c'est ainsi que les deux hommes ont décidé de mettre en œuvre cette idée en sachant qu'elle pourrait les mener tout droit au succès. Une fois encore, ils avaient vu juste, leur restaurant n'a pas fait que prospérer, il a explosé. On pourrait croire que tout San Bernardino se précipitait pour y manger. Il était toujours plein. À l'époque, les frères réalisaient un chiffre d'affaires de $40 000 par année, ce qui représenterait environ aujourd'hui une somme de $700 000. Ils étaient sur place tous les jours afin de voir leur affaire prospérer. Et l'une de ces journées en question, ils ont remarqué que leur clientèle se composait principalement de 2 catégories de personnes. Les uns étaient des adolescents et des jeunes hommes qui venaient volontiers flirter avec les serveuses, et les autres, c'était des familles de classe moyenne. Mais Mac et Dick observaient encore autre chose d'intéressant. Ils ont remarqué que ces derniers de leurs clients en voulaient toujours davantage. La nourriture bon marché, les jolies serveuses et le drive-in ne leur suffisaient pas. C'est ainsi que les frères ont eu une nouvelle idée et ont commencé à travailler sur leur nouvelle entreprise. En y regardant de plus près, ils commencèrent aussi à comprendre que les serveuses n'offraient pas un très bon service car elles s'étaient trop occupées à flirter avec la clientèle. Et l'Amérique également avait évolué rapidement, trop rapidement pour un service lent. En outre, ils ont constaté que, sur un menu trop grand, c'est le hamburger qui était de toute façon souvent servi. Ils devaient donc trouver une solution à ce problème s'ils voulaient rester compétitifs. Ils ont donc passé d'autres nuits blanches à discuter ensemble d'une nouvelle solution. Mais alors, comment allaient-ils réellement changer leur modèle commercial ? En 1948, ils décidèrent de fermer brièvement leur restaurant. Ils ont retourné chaque pierre et analysé leur concept dans les moindres détails. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, ils ont tout analysé. Ils ont investi dans la renaissance de leur restaurant pour lui faire peau neuve. Ils voulaient à tout prix réaliser leur rêve. Ils voulaient en fait créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant qui enthousiasmerait non seulement les créateurs et la clientèle. C'est ainsi qu'ils ont formé une idée qui a véritablement fait la différence, à savoir le système Speedy. Un concept révolutionnaire d'optimisation, non seulement de l'espace de travail, mais également de la disposition des appareils de cuisine. Les frères McDonald se sont inspirés de Ford lorsqu'ils ont développé leur idée. En effet, Ford avait auparavant déjà bouleversé l'industrie automobile avec sa production révolutionnaire à la chaîne.
Ils ont ainsi réussi à optimiser le processus et la disposition des appareils afin de permettre une distribution extrêmement rapide de leurs repas. C'est d'ailleurs ce système Speedy qui est devenu par la suite le principe de base de tous les fast-foods du monde entier. Ils ont donc décidé de retourner leur processus dans tous les côtés pour trouver la manière la plus optimale et ont pu finalement le réaliser en un temps record pour finalement le proposer pour 15 centimes d'euros contre 30 auparavant. Il y avait toutefois d'autres améliorations à apporter. Alors que les deux hommes ont continué à réfléchir à leurs activités, ils ont cette fois remarqué qu'une grande partie de leurs investissements était consacrée à la vaisselle et les couverts. Alors, au lieu d'investir encore et encore dans de la nouvelle vaisselle, ils ont cette fois commencé à envelopper leur nourriture dans du papier seulement. Une idée totalement fantastique qui allait d'ailleurs par la suite caractériser la restauration rapide dans le monde entier. Ils étaient cette fois prêts pour une nouvelle ère dans leur filiale de restauration rapide. Alors, le 12 décembre 1948, le moment était finalement venu. La renaissance est le premier mois de leur restauration nouvellement développée sous le nom de McDonald's Famous Hamburgers. Et finalement, ça ne s'est pas déroulé tel que Mac et Dick avaient pu l'imaginer. Les gens étaient habitués au service des charmantes serveuses, mais pour maintenir des prix raisonnables, les frères avaient dû supprimer ce concept, ce qui a en fait provoqué l'agacement des clients qui ont décidé de klaxonner et qui partaient tout simplement lorsqu'ils se rendaient compte qu'il n'y avait plus de service. Toutes les tentatives de manifester leur nouveau modèle commercial échouèrent lamentablement. Un jour, les frères McDonald se sont parlé et se sont dit « Hey, tu sais, je pense qu'on devrait en fait revenir à l'ancien concept. Ce truc ne marche pas vraiment ici. » Mais pour des raisons inexplicables, ils se sont tout de même accrochés à leur nouvelle idée commerciale. Au bout de 3 mois, ils avaient enfin constitué une petite clientèle composée en grande partie d'ouvriers cette fois. On sait tous qu'avec 1 heure de pause à midi, le repas ne peut pas être prêt assez vite. Alors, en 1952 cette fois, les frères ont été aidés par un article de journal dans lequel on pouvait voir une photo du restaurant avec le titre « Les développements les plus révolutionnaires de l'industrie de la restauration au cours des 50 dernières années ». Mac et Dick n'en croyaient pas leurs yeux, leur rêve était représenté dans les gros titres. Grâce à cet article de journal, des clients curieux cette fois ont afflué de tout le pays vers leur filiale. Ils se sont rendus au McDonald's Famous Hamburgers pour découvrir par eux-mêmes les fameux hamburgers. Ce boom a donné aux frères une nouvelle force et une nouvelle confiance en eux. Ils n'ont donc plus réfléchi qu'ensemble à la manière de rendre l'aspect de leur restaurant encore plus spécial, encore plus unique. Dick avait également l'œil pour l'extérieur. Il a donc fait des allers-retours jusqu'à ce que le design soit fin prêt dans sa tête. Il a imaginé 2 arcs dorés qui devraient dépasser sur les côtés et rendre le restaurant de Mac et Dick unique en son genre par son design. Je me demande si ces arcs dorés ont un quelque rapport avec le fameux M doré. On verra bien. Une chose est sûre par contre, McDonald's Famous Hamburgers est né des échecs, des soucis amers ainsi que des idées novatrices de 2 hommes qui ont suivi leur cœur ainsi que leurs rêves et qui ont pris la bonne décision au bon moment. Mais alors, qu'était-il advenu du rêve de millionnaire de leur fondateur ? À 52 ans, Dick n'avait pas encore pu le réaliser. Il a donc continué à réfléchir à de nouvelles stratégies, car c'était un fait qui lui tenait particulièrement à cœur. Il a donc décidé de s'asseoir une nouvelle fois avec Mac et lui a parlé de son nouveau plan. Cette fois, son idée de faire ouvrir d'autres filiales par des franchises a également plu à son frère et c'est ainsi que, en mai 1953, les premiers franchisés McDonald's, Neil Fox, a ouvert un restaurant à Phoenix, en Arizona. Peu de temps après, il y avait déjà 2 autres franchisés du nom de Roger Williams ainsi que Bud Landon qui ont lancé la plus ancienne filiale, d'ailleurs encore existante, à Downey en Californie. Tout allait bien jusqu'à présent, les frères étaient heureux, mais Dick s'est vite rendu compte de leur erreur. Il a commencé à voir l'ampleur du succès de leur restaurant, les bénéfices, la célébrité et l'amour des gens pour leur fameux hamburger. Un soir, il a dit à Mac « Mais, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, ouvrir davantage de succursales, nous-mêmes ?» Et Mac de répondre « Ah bah oui, super idée !» Ils ont donc engagé un agent de franchise cette fois, du nom de Bill Tansey, et lui ont confié la responsabilité de cet immense suivi. Bill était un homme d'affaires et, séduit par la confiance accordée par les frères McDonald's, il s'est lancé dans l'affaire avec une motivation sans précédent. Il réussit donc à ouvrir 20 nouveaux magasins franchisés, et après ceci, 9 autres ont finalement vu le jour.
Il avait finalement réussi, il a eu énormément de succès. Mac et Dick lui faisaient confiance et appréciaient beaucoup son sens des affaires et sa loyauté. Malheureusement, comme dans la vie, rien n'est éternel, et Bill est tombé gravement malade. Il n'a pas donc pu continuer à travailler, et ce fut un coup dur pour le business. Non seulement cela demandait beaucoup plus de travail et de persévérance, mais Bill perdait également sa présence extrêmement appréciée en tant qu'aide de confiance. Mais un beau jour, un visiteur inconnu est finalement entré dans le restaurant McDonald's. Alors, qui était cet homme mystérieux et qu'est-ce qu'il a finalement amené dans leur modeste établissement ? Cet événement finirait en fait par être le jour où la vie de tous les participants, et la nôtre aussi, allait finalement changer à jamais. Le 5 octobre 1902, par un dimanche tiède, un bébé est né dans l'Illinois. Nous le connaîtrons plus tard sous le nom de Raymond Kroc. Il était le fils d'un immigrant tchèque qui a commencé à travailler à la Western Union Bank dès l'âge de 12 ans. Sa mère était une simple femme au foyer qui donnait des cours de piano et vivait de sa passion pour la musique. Ray, lui, portait un désir dans son cœur. Il voulait aller plus haut que ses parents et la plupart de ses amis. Il existe en fait énormément de points communs entre Ray, Mac ainsi que Dick McDonald. Ray était lui aussi un enfant d'immigrés et se débattait constamment avec les problèmes financiers de sa famille qui ont tellement marqué ses souvenirs d'enfance qu'il a développé un sens aigu des affaires ainsi que des projets d'avenir. Il n'était pas difficile pour lui de se tenir dans le magasin tous les jours et d'enthousiasmer les clients. Il était charmant et avait un lien particulier avec la clientèle. Il en résulte que ses acheteurs repartaient souvent avec davantage de produits qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter. Alors, à l'âge de 14 ans, Ray a décidé d'ouvrir un magasin de musique avec son argent durement économisé avec 2 amis. Mais au bout de quelques mois, ils ont été confrontés à la fin de leur projet de jeunesse en raison du faible chiffre d'affaires. Mais Ray savait que le chemin vers le succès était semé d'embûches et il sentait qu'il devait continuer à lutter pour son rêve. Il a commencé à vendre des grains de café cette fois, et ça lui a fait prendre conscience qu'il ne voulait pas continuer à perdre son temps à l'école, il a donc tout abandonné derrière lui. Avec le début de la Première Guerre mondiale, le patriotisme de Ray s'est accru et il a donc décidé de servir son pays. Pour avoir cette opportunité, il se fit plus vieux qu'il ne l'était vraiment et s'inscrivit en tant que conducteur d'ambulance dans l'armée. Arrivé au camp d'entraînement, il y a rencontré un autre jeune homme qui avait également menti sur son âge et était donc jeune également. Ce garçon n'était autre que Walter Elias, ou comme nous le connaissons tous déjà, Walt Disney. Ils s'asseyaient tous les deux le soir au camp. Walt montrait ses dessins à Ray. Il lui parlait de la vision de ses films qui seraient réalisés à partir de ses propres dessins. Comme lui, ils étaient visionnaires. Ray comprenait les rêves de Walt Disney et c'est ainsi qu'une nouvelle amitié est née entre eux. Mais un jour, Walt fut envoyé chez lui et a donc été forcé de quitter le camp. Peu de temps après, Ray reçut l'information que la guerre était terminée et il retourna donc à Chicago afin de reprendre ses études. Après toutes les expériences qu'il avait acquises dès son plus jeune âge, il s'est toutefois lassé de la vie scolaire et, une fois encore, s'est remis à travailler. Tu te dis peut-être, ok, c'est haut et c'est bas, ça doit finalement être vraiment agaçant. Mais surtout, un regard sur les pionniers du passé montre que les héros ne sont pas nés tels quels, ils se créent eux-mêmes. Au cours de l'été 1919, Ray a retrouvé ses talents de musicien et a joué dans un groupe de pop au Lake. Lors de l'une de ces soirées pleines d'ambiance, Ray était assis à son piano lorsqu'il a découvert une magnifique jeune femme dans le public. Lorsque la présentation s'est terminée, Ray a décidé de s'asseoir à côté d'elle. Elle lui a souri et lui a dit « Bonsoir, nous connaissons-nous ? Je suis Ethel Fleming. » Sa voix l'a charmé et ils se sont mis à discuter. Ethel, la fille du propriétaire de l'hôtel, était impressionnée par la combativité de Ray, ses visions ainsi que son passé. C'est ainsi que le couple devint vite inséparable. Mais le jeune amour allait également connaître une tragédie à demi-mot lorsque le père de Ray accepta un nouveau travail à New York et la famille dut donc déménager. Il n'était pas du tout ravi bien sûr de ce changement, son cœur était avec Ethel, il souhaitait l'épouser, fonder avec elle une famille et ne pas déménager à New York.
Il lui a donc promis de revenir, et pour préserver la tranquillité d'esprit de son père, il est tout de même parti avec lui. Une fois arrivé à New York, Ray travailla au guichet d'une banque cette fois. Mais un matin, il s'est retrouvé devant des portes fermées et apprit qu'elle avait en fait faillite. Cette fois, ça ne le dérangeait pas du tout, car cela lui donnait enfin une raison de retourner voir Ethel. Il fit donc ses valises, s'assit dans le bus et partit directement pour Chicago afin de serrer à nouveau sa bien-aimée dans ses bras. Lorsque Ray parla à son père du mariage prévu, celui-ci lui donna un seul conseil. Si un homme veut épouser une femme, il a intérêt à avoir un emploi stable. Ray trouva qu'il avait raison finalement et chercha donc une nouvelle idée afin d'avoir les deux pieds sur terre. L'épidémie de grippe qui frappait l'Amérique à cette époque l'a finalement aidé à accomplir son rêve. Il a regardé les gobelets en carton, qui étaient en fait à la mode pour des raisons d'hygiène à l'époque, et a commencé à les vendre aux cafés et restaurants des environs. Comme toujours, il était aimable, aimé, charmant et enthousiasmait la clientèle avec son sourire. Il a donc été embauché par la société Lily Tulip Cup, le plus grand fabricant de gobelets en carton de l'époque. Cet emploi fixe, cette fois, lui donna la chance tant attendue de conduire Ethel à l'hôtel. Ray l'a donc épousée à seulement 20 ans d'âge. Et tous deux se promirent donc d'être toujours là l'un pour l'autre, dans les bons comme les mauvais moments. Ensuite, la famille nouvellement fondée a eu une petite fille prénommée Marilyn, et le bonheur familial semblait finalement à son comble. Non seulement dans sa vie privée, mais également dans sa vie professionnelle, tout allait pour le mieux pour Ray. Il avait été élu meilleur employé parce qu'il parvenait à convaincre les clients de l'intérêt de son produit. C'était un travailleur acharné, et à cette époque, il le prouvait plus que jamais auparavant. Il se levait tous les matins dès 7 heures pour faire le tour des acheteurs potentiels de gobelets en carton, rentrer chez lui à 17 heures pour manger, puis jouer du piano dans une station de radio de 18 à 20 heures. Son travail était acharné. Mais sa journée de travail ne s'arrêtait pas là, étant donné qu'il retournait tous les jours à 23 heures à la station de radio pour jouer une fois encore du piano jusque 2 heures du matin. Cela semble totalement épuisant, n'est-ce pas ? Eh bien, ça l'était, et pas seulement pour Ray, mais également pour sa femme Ethel. Un soir, elle lui a reproché « Tu n'es jamais à la maison, ton enfant n'a pas de père et je n'ai pas de mari ». Après de nombreuses nuits d'insomnie, des larmes et le mal du pays d'Ethel, Ray a décidé de retourner à Chicago avec sa famille. Il a donc décidé de mettre fin à ses petits boulots de pianiste et s'est concentré cette fois sur la vente de gobelets en carton avec toute la motivation dont il était capable. Bien que l'Amérique soit alors touchée par une crise économique mondiale, son succès était tel qu'il parvint à acheter une nouvelle voiture et, à cette époque, à engager sa propre secrétaire ainsi qu'organiser l'embauche d'une femme de ménage pour sa femme. Alors que d'autres Américains moyens étaient occupés à surmonter la crise telle qu'ils le pouvaient, Ray, lui, a entrepris de nouveaux projets et a toujours gardé les yeux ouverts. L'un de ses clients d'ailleurs, Walter Friedenhagen, avait des boutiques de glace dans toute la ville appelées Prince Ice Cream Castles. Lorsqu'il a découvert le summum du milkshake chez un de ses clients du Michigan, il a en fait essayé de convaincre Walter de venir avec lui afin de découvrir les secrets de ce fameux milkshake tellement meilleur que les autres. Ce dernier a tout d'abord hésité à cette proposition, mais Ray a fini par le convaincre et ils sont donc partis ensemble dans le Michigan. En buvant ce milkshake, ils ont tout de suite su qu'ils devaient le proposer dans les Prince Ice Cream Castles. Ils étaient donc ravis et présentèrent immédiatement leur création au véritable fondateur des glaciers, Earl Prince, qui a été plus que séduit par cette nouvelle idée commerciale une fois encore. Le défi cette fois consistait à créer un meilleur mélangeur de lait haché, plus fort et plus résistant que jamais. L'enthousiasme d'Earl lui a donné donc l'impulsion pour son innovation unique, le multimixeur. Étant donné que Ray a alors fait le lien entre Earl et le multimixeur, il a été embauché comme représentant du nouveau produit et a donc pu commencer à le vendre. Afin de se donner à fond dans sa nouvelle tâche, il a donc décidé de démissionner de Lily Tulip et a cette fois déversé toute son énergie dans la vente du multi-shaker. Les débuts furent cependant difficiles, mais Ray, comme toujours, n'abandonna pas et travailla encore plus dur sur ce projet. En 1940, 2 ans après le début de la vente du mixeur multicolore, il en racheta les droits. C'était un grand pas dans son histoire, mais malheureusement, cette prise de contrôle a également entraîné beaucoup plus de responsabilités, et donc, une fois encore, il était moins présent à la maison et ne passait plus autant de temps avec sa femme. Ethel n'était pas ravie de ce changement et commençait à poser de plus en plus de problèmes.
De plus, c'était peut-être le pire moment pour Ray, car l'Amérique et le Japon étaient cette fois en guerre après l'attaque de Pearl Harbor. Cette guerre a entraîné un accès limité aux différents matériaux nécessaires à la fabrication du multimixeur, ce qui a, une fois encore, réduit les ventes, et Earl Ray a donc finalement dû expliquer qu'il avait lui-même dû faire face à des contraintes ainsi que des ventes réduites de son produit. Ray, une fois encore, venait d'être renvoyé vers un avenir incertain. Cependant, comme toujours, il a agi rapidement et s'est lancé dans la vente de lait maltais dans des gobelets en carton, appelés Malt et Plenty, qui étaient extrêmement populaires à l'époque. Ce travail l'a aidé à joindre les deux bouts jusqu'à la fin de la guerre en 1941, et même à rembourser jusqu'en 1945 les mensualités restantes pour les droits de vente du multimixeur. Mais le succès commercial de Ray, à la fin des années 1950, n'a malheureusement pas duré longtemps, car les ventes ont à nouveau chuté. D'autres entrepreneurs avaient en fait commencé à vendre leur propre version du mixeur, et il perdit ainsi de nombreux clients. Mais abandonné, vous l'avez compris maintenant, ce n'était pas le style de Ray, et il s'acharnait chaque jour un peu plus à vouloir réaliser son rêve. Il a donc commencé à rechercher des informations sur chacun de ses rares clients, et ce, dans le but de savoir où il y avait encore un potentiel de vente. Un jour, après de nombreux appels téléphoniques, Ray fut choqué de découvrir que un seul restaurant de San Bernardino avait non seulement utilisé le multimixeur, mais en avait commandé 8. La curiosité de Ray a été éveillée et il a décidé sans hésiter de se rendre lui-même sur place afin de se faire une idée de ce qui caractérisait ce restaurant. Pendant le voyage, il a réfléchi à la rencontre avec les fondateurs de ce magasin. Il devait voir par lui-même pourquoi, dans le monde entier, un seul magasin avait besoin de 8 de ces multimixeurs. Enfin arrivé, il ne vit qu'un petit magasin driving. Il n'en croyait en fait pas ses yeux, ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. Il s'est donc assis dans sa voiture et a décidé d'observer ce qui allait se passer. Lorsque les ouvriers sont finalement arrivés, il a été impressionné par les uniformes blancs et l'organisation efficace. Le déroulement était parfait et organisé. Pour Ray, il était étonnant de voir la quantité de nourriture que les clients consommaient et avec quel plaisir. Il est donc sorti, s'est assis sur le banc du parking et a commencé à avoir quelques conversations avec les clients. Il les écouta avec attention, lui parlait avec euphorie des délicieux hamburgers, des frites croustillantes et surtout des prix extrêmement avantageux. Son désir de rencontrer les deux frères ne faisait que grandir à chaque minute. Lorsqu'il a finalement pu les rencontrer, ils lui ont tous deux conté le succès de leur système Speedy, comment ils pouvaient faire baisser les prix et comment tout le monde adorait les arches dorées du bâtiment, comment tout ceci avait été créé. Ray fut immédiatement fasciné. Comment a-t-il pu convaincre les frères McDonald's de collaborer avec lui ? Il savait que chacun de ces restaurants achèterait environ 8 multimixeurs. C'était une excellente idée. Cela signifiait pour lui une augmentation du chiffre d'affaires et la voie vers un avenir plus sûr. Pour résumer la situation, s'il parvenait à convaincre les frères McDonald's qu'ils avaient besoin de davantage de mixeurs, ils seraient finalement riches. Il a donc décidé de convaincre les frères de faire tout pour de travailler avec lui. À n'importe quel prix. Ray avait déjà 52 années. Il s'inquiétait car il n'était plus non plus un jeune homme. De plus, il souffrait de quelques maladies qui ne faisaient qu'accentuer son désir de réaliser son rêve au plus vite. Et c'est donc finalement, après tant d'années, là, devant lui, que sa chance s'est présentée. Lors de sa prochaine visite, il commença à étudier la manière de préparer les repas. Après cet aperçu détaillé des stratégies commerciales de McDonald's, il était finalement sûr et certain que le moment était venu. Il a commencé son discours enthousiaste en leur expliquant le concept de la franchise. Les frères McDonald's étaient sceptiques et pas trop sûrs d'eux, mais Ray ne s'est pas laissé démonter pour autant. Il était tout à fait conscient qu'il s'agissait de son moyen, son unique moyen d'échapper à sa vie professionnelle instable. Il a donc fait valoir que le modèle de franchise faciliterait l'expansion de leur entreprise sans qu'ils aient à gérer eux-mêmes chaque restaurant. Les frères tout d'abord restèrent silencieux. Puis Mac lui a posé une seule question. Qui gérerait tous ces innombrables restaurants à notre place ? Avec la confiance qui le caractérisait, Ray le regarda dans les yeux et répondit « C'est moi qui le ferai. » Alors, tout est bien qui finit bien, pas vrai ? Eh bien, non. Parce que lorsque Mac et Dick McDonald's ont finalement signé ce contrat, Ray avait logiquement tellement de travail à faire que bientôt, il ne passa plus du tout de temps avec sa femme. Et bien sûr, cette situation a entraîné d'autres problèmes.
Bien que Ray ait eu du mal à ressentir l'harmonie avec la maison, il a tout de même mis les bouchées doubles et a finalement ouvert son propre restaurant McDonald's, cette fois en Californie, en 1955. Les choses ne tardèrent pas finalement à se compliquer entre les trois hommes d'affaires. Revenons maintenant un petit peu en arrière, à l'époque où le McDonald's de Ray avait environ 1 mois. Un lundi matin fatidique, Ray a rencontré une vieille connaissance, Harry Sunburn. Ils se sont rencontrés en ville. Les deux hommes se connaissaient par le passé car Harry travaillait dans un magasin auquel Ray avait également vendu des multimixeurs. Alors que Ray lui a parlé de l'ouverture de son restaurant McDonald's, Harry a compris qu'il voulait faire partie de cette idée commerciale. Il a vu les perspectives de chiffre d'affaires, il n'était pas dupe, et il était assez intelligent pour savoir que Ray avait de la persévérance et ne pouvait pas refuser son offre. Mais lorsque Ray lui a dit qu'il n'avait pas les moyens d'engager un employé de cette taille, Harry a décidé de lui confier « Ray, nous sommes des copains, j'aimerais t'aider et je travaille pour seulement $100 par semaine. » Ce prix bien sûr était irrésistible et il a été embauché immédiatement. Mais Ray s'est rapidement heurté à un autre obstacle lorsque cette fois, il a voulu que toutes les filiales McDonald's soient soumises à un seul et même concept afin bien sûr de garantir que la nourriture McDonald's ait partout le même goût. Les employés devaient travailler partout de la même manière et les magasins devaient avoir le même aspect partout. C'était le projet de Ray. Mais pour cela, Ray avait besoin d'énormément d'argent, ce qu'il n'avait malheureusement pas en sa possession. Son ami Harry a décidé de l'aider et ils ont ensemble fondé la Franchise Realty Corporation qui leur a permis de louer le terrain à bâtir aux franchisés. Ray, Harry et June, leur secrétaire, travaillèrent 24 heures sur 24 pour mener à bien ce projet et les restaurants McDonald's commencèrent littéralement à pousser comme des champignons. Mais comment Ray et Harry allaient-ils pouvoir gérer personnellement tous ces nouveaux restaurants ? Après une brève réflexion, ils engagèrent cette fois en 1957 un homme du nom de Fred Turner avec l'intention qu'il prenne le contrôle de tous les magasins franchisés. Fred a réussi cette mission. Il était lui aussi un homme d'affaires et a travaillé dur pour cette vision, avec motivation et détermination. Cela plaisait surtout à Ray, car il se reconnaissait lui-même en cette vision. N'avait-il pas lui aussi commencé de cette manière ? Tandis que Fred faisait preuve de tout son talent, Ray et Harry avaient eux quelques différends. Ils étaient de plus en plus souvent en désaccord sur la manière de procéder avec leur restaurant. Harry était plutôt un homme d'affaires rationnel, tandis que Ray lui était un visionnaire qui ne cessait de chercher des améliorations potentielles pour son entreprise. Pour June, cela était l'une des périodes les plus difficiles. Elle avait du pain sur la planche et avait 2 personnes totalement différentes à gérer. Elle s'est battue avec acharnement et on peut dire qu'elle a en quelque sorte sauvé le concept de franchise de McDonald's. C'est ainsi qu'en 1959, Harry Sunburn est devenu le président de McDonald's et a obtenu un crédit de 1,5 million de dollars auprès de grandes compagnies d'assurance. Cet argent salvateur, jamais vu auparavant, a permis à McDonald's de se développer comme jamais et a donné aux frères Mac et Dill une très belle part de ce gâteau. Un jour, Ray a envoyé Fred en Californie pour voir ce qu'il en était des restaurants locaux et Fred lui a rapporté que le restaurant original à San Bernardino était toujours celui qui fonctionnait le mieux. D'autres succursales proposaient d'autres plats que les burgers, tels que des pizzas par exemple et des burritos, et Ray n'aimait pas vraiment ceci. Il a confronté les frères au fait que d'autres plats ne correspondaient pas vraiment au concept de McDonald's et détruisaient en fait l'envie de manger des burgers. Mais Mac et Dick l'ignorèrent et Ray n'eut aucune chance de changer quoi que ce soit à ce concept. Cela l'agaçait bien sûr de devoir, en raison du contrat, discuter de chaque changement avec les frères McDonald's. Ses pensées commençaient donc à vaciller. N'était-ce pas lui finalement qui avait fait de McDonald's ce qu'il était à ce jour ? Sans lui, les frères n'auraient jamais connu un tel succès. Cette pensée tourmentait et démoralisait constamment Ray, et c'est à ce moment qu'il commença à vouloir prendre le contrôle exclusif de toutes les filiales McDonald's. Le fort Ray commença peu à peu à être brisé. Professionnellement, il ne pouvait pas réaliser son rêve étant donné qu'il dépendait des frères McDonald's ainsi que de leurs caprices. Son bonheur conjugal était également terni et il ne savait pas comment se sortir de cette situation. Il s'agissait cependant de conditions parfaites pour un changement.
Tu ne trouves pas? Un soir, en 1961, Ray avait un dîner d'affaires avec un intéressé par une succursale franchisée et cette soirée allait finalement s'avérer être un moment crucial dans sa carrière. La lumière était crépusculaire et l'ambiance était chaleureuse. L'une des musiciennes, Joanne Smith, jouait de l'orgue du groupe de musique. Elle était blonde, avait une coupe de cheveux audacieuse ainsi que des yeux charmants. Inutile de dire que Ray, compte tenu de ses problèmes avec Ethel, était à l'époque plus sensible que jamais à un nouvel amour. Et c'est ainsi qu'il s'est pris finalement de Joanne, ou comme il l'appellerait plus tard, Johnny. Mais il y avait un hic. Johnny était elle aussi mariée, et Ray avait également une femme et un enfant à la maison. Tel un coup du destin, plus tard, le franchisé intéressé ce soir-là, qui était en fait le mari de Johnny, a décidé de l'embaucher pour sa succursale, ce qui a donné à Ray une excuse impeccable pour continuer à voir sa bien-aimée. C'est en fait lors de l'une de ses visites qu'il a commencé à parler à Johnny. Elle l'aimait bien, c'était un bel homme et il avait de bonnes relations d'affaires. Ils ont donc eu des conversions téléphoniques 24 heures sur 24 dans lesquelles Ray lui parlait de ses projets ainsi que de ses rêves. Il savait qu'il voulait l'épouser et a donc proposé qu'ils divorcent tous les deux de leurs partenaires respectifs pour se marier et finalement, ensemble, être heureux. Johnny était ravi de cette proposition et Ray sentait qu'elle l'aimait. Il demanda donc le divorce d'Ethel, mais il se sentait également coupable et ne voulait pas qu'elle se retrouve sans rien. C'est ainsi que, pour l'aider tant bien que mal, il a décidé de lui donner la voiture, la maison, l'assurance vie ainsi que 30 000 $ de soutien annuel. Il ne voulait rien d'autre que ses parts de McDonald's ainsi qu'une vie harmonieuse avec Johnny. Sans réfléchir, il a en fait vendu toutes les parts de Prince Castle pour une somme cette fois de 150 000 $ dans le but d'épouser son grand amour et de finalement pouvoir être heureux. Ray était prêt pour sa nouvelle vie. Il appela Johnny et lui annonça son divorce. Elle était contente, mais elle avait également de mauvaises nouvelles pour lui. Elle lui dit « Ray, je suis désolé, mais je ne suis pas encore divorcé et j'ai besoin de davantage de temps. » Ceci l'a frappé comme un coup de poing en pleine figure. Il s'est donc ensuite tourné à nouveau vers son sens des affaires avec toute sa motivation et son agacement. Mac lui donnait en fait mal à la tête, il détournait tout le monde des propositions de Ray et Dick, il était devenu vieux, voulait prendre sa retraite, ne plus s'occuper d'affaires et simplement profiter de calme ainsi que de liberté. Ray commençait cette fois à se mettre en colère, il se sentait trahi et abandonné par tout le monde et ne voulait plus gaspiller son énergie sur la grosse tête de Mac. Il a donc demandé aux frères combien cela coûterait de leur racheter McDonald's entièrement. Ils lui ont communiqué la somme de 2,7 millions de $ en espèces. Mais qui peut bien avoir une telle somme en cash? Impossible à l'époque. Ray était donc confronté à un nouveau problème. Il attrapa le téléphone et appela la compagnie d'assurance qui leur avait accordé des crédits à Harry et à lui auparavant. Il a tenté le tout pour le tout, mais la compagnie a refusé. Elle lui indiqua qu'il ne pouvait simplement pas payer une telle somme. Elle ne pouvait rien fournir à l'heure actuelle. Ray était abattu. Il restait éveillé des nuits entières à se demander comment il pourrait finalement trouver les 2,7 millions et il devait les trouver en cash. C'est à ce moment-là qu'Harry est intervenu une fois encore et qu'ils ont trouvé John Prestel, un conseiller financier de 12 grandes institutions. John était prêt à aider et a réussi finalement à réunir cette somme. Ray prit l'argent, paya Mac et Dick et devint finalement l'unique propriétaire de McDonald's. Son rêve pouvait finalement se réaliser. Mais McDonald's restait McDonald's, et le restaurant de San Bernardino appartenait également à McDonald's, pas vrai? C'est aussi ce que pensait Ray, mais Mac et Dick n'avaient pas finalement parlé de cet accord. Leur filiale de San Bernardino en était exclue, ils voulaient la garder pour eux, trop de souvenirs y étaient attachés. Mais Ray voulait également obtenir cette succursale, car il voyait le potentiel qu'elle représentait, et après tout, il avait tout de même payé 2,7 millions de $. Fou de rage, il a décidé de se rendre chez les frères. Il leur a fait comprendre « Je suis le propriétaire du nom McDonald's. Voulez-vous me donner ce restaurant ou non ? Ok, vous allez devoir le renommer si vous ne voulez pas. Ce ne sont peut-être pas des manières d'un homme d'affaires professionnel, mais imagine 2 minutes être à sa place. Tu viens de payer 2,7 millions, tu es enthousiaste et ravi d'être propriétaire, et voilà qu'on te refuse le restaurant le plus performant. » Cette rencontre peu agréable entre les trois hommes a conduit à un changement de nom pour les frères.
Ils ont dû rebaptiser leur filiale Big M, et ils n'avaient pas d'autre choix finalement, parce qu'ils avaient vendu tous leurs droits à Ray, et donc également le nom McDonald's. Mais cet accord devrait-il finalement s'avérer être une erreur? Peut-être avaient-ils commis la plus grande erreur de leur vie. Ray n'était pas encore satisfait. L'une des premières choses à changer déjà, c'était le logo. Il y a longuement réfléchi, comment devenir parfait, mais il n'arrivait pas à en trouver un qui convienne mieux que l'original. Il ne voulait plus voir cette horrible tête de burger Speedy sur toutes les enseignes. Il se souvint en fait des arcs dorés qui faisaient depuis si longtemps la particularité de McDonald's. Et paf, c'est comme ça que la décision de Ray a été prise, et c'est ainsi qu'est né le M doré que nous connaissons tous dès maintenant. C'est finalement ce qui fait décoller Ray dans les affaires et la fait redescendre dans la vie privée. Un jour, fin 1961, il reçut un appel surprenant de Johnny. Son cœur a fait des bonds de joie lorsqu'il a finalement entendu sa voix. Mais contrairement à ce qu'elle avait prévu, elle lui fit clairement comprendre qu'elle ne divorcerait finalement pas de son mari et que leur idylle était désormais terminée. Ray en eut cette fois complètement assez. C'était incompréhensible pour lui. Il a donc fait ses valises et a quitté Chicago pour se rendre en Californie. Il se sentait plus seul que jamais. Il restait assis dans sa grande maison, s'apitoyant sur son sort et se demandant sans cesse pourquoi il n'arrivait pas à être heureux. Un matin, alors qu'il lisait les rapports McDonald's, il a dû apprendre que Johnny et son mari avaient également ouvert leur propre restaurant McDonald's à Rapid City. Encore une fois, ce fut un énorme coup de poignard dans son cœur, mais en même temps, cela a redonné à Ray son esprit combatif. Peut-être était-ce une sorte de réaction de défi, du style « je vais vous montrer à vous tous comment on fait », mais cela l'a en tout cas aidé à sortir de son apitoiement et de son chagrin d'amour. De retour en tant qu'homme d'affaires déterminé qu'il avait toujours été, il s'est cette fois rendu à Cincinnati afin d'aider un franchisé. Le problème cette fois, c'était qu'il y avait beaucoup d'habitants catholiques de ce côté et qui ne pouvaient donc pas manger de viande le vendredi en raison de leur religion. Mais tu te demandes sûrement, McDonald's ne propose en fait que des plats de viande, pas vrai? Eh bien, plus aujourd'hui, mais à l'époque de Ray, une nouvelle innovation était nécessaire. Tu vas donc la découvrir dès maintenant. Une fois arrivé à Cincinnati, Ray a réfléchi à la manière de surmonter cet obstacle de taille. Comment faire? Il a regardé autour de lui et s'est intéressé à Big Boy, le plus grand concurrent de McDonald's de tous les temps. Ce restaurant proposait un sandwich au poisson tous les vendredis et Ray y voyait les clients affluer pour le déguster. Le franchisé de Cincinnati a donc proposé d'offrir un nouveau burger de poisson, mais Ray n'a pas réellement apprécié cette idée. Il savait qu'un changement était nécessaire, c'était certain, mais les burgers au poisson, eh bien ce n'était pas vraiment la bonne solution selon lui. Ou peut-être que si. Les deux hommes ont donc bricolé un burger au poisson jusqu'à ce que Ray soit mentalement capable de donner le feu vert au fameux filet au fish. Mais étant donné que Ray n'était toujours pas convaincu à 100% de son potentiel, il a voulu faire entrer un adversaire dans la course. Le ou la burger. Ils ont donc décidé de tester directement leurs produits le vendredi suivant et le gagnant devrait être inscrit au menu de manière permanente. Eh bien, voici les résultats. Le Hula Burger 6, filet au fish 350. La décision était on ne peut plus claire, le succès était indéniable, le restaurant était en plein boom, même le vendredi, et tout le monde était satisfait. Pourtant, incessablement, quelque chose hantait toujours Ray. La dispute avec Mac et Dick McDonald, la perte de la filiale de San Bernardino et surtout la pression d'avoir été trompé par deux partenaires commerciaux de longue date qui, lui, Ray Kroc, devaient leur succès. Des choses indigestes ne sont peut-être pas la seule raison de la décision de Ray, mais elles ont certainement joué un rôle extrêmement important dans sa décision. Alors, un gros événement survint finalement en 1962, lorsque Ray prit la décision inébranlable d'ouvrir un nouveau restaurant McDonald's seulement un pâté de maison près du Big M des frères Mac et Dick. Ils ont bien sûr pris cette décision comme un coup sous la ceinture. Ils savaient non seulement qu'il s'agissait d'une vengeance, mais également que Ray allait désormais les battre avec leur propre concept de réussite. Pendant ce temps, Ray avait surmonté la douleur que Johnny lui avait infligée et était cette fois tombé amoureux une nouvelle fois de celle qui allait devenir sa femme, Jane Green. Elle était une femme au cœur pur et travaillait comme secrétaire de la star de cinéma John Wayne. Il était d'ailleurs tellement emballé par Jane qu'il l'épousa après seulement 2 semaines de relation. Ray allait-il finalement être heureux? L'avenir était-il enfin radieux pour lui?
Comme toujours, il était compétitif, et Ray ne pouvait s'empêcher de penser que McDonald's s'améliorait beaucoup trop lentement. Il restait à nouveau éveillé la nuit, rongé par les soucis et à la recherche de nouvelles innovations. Il se mit à réfléchir à son passé, à analyser le présent et rêver une fois encore d'avenir. Et c'est ainsi qu'il eut le déclic. Mais attends, le futur. Finalement, c'était ça. L'avenir, c'était la clé. Finalement, les écailles sont tombées des yeux de Ray. Si on voulait assurer l'avenir, il fallait s'adresser aux clients de demain. Mais comment la chaîne de fast-food de Ray pouvait-elle finalement attirer ces petits êtres innocents dans ses magasins ? Étant donné que les enfants aiment rire et que Ray croyait au pouvoir du comique, il a engagé un clown cette fois qui, habillé de toutes les couleurs, parcourait comme un dingue toutes les publicités à la télévision. Il donna à ce personnage publicitaire le nom de Ronald McDonald. Alors, des souvenirs d'enfance se réveillent peut-être en toi maintenant ? En tout cas, ce fut un succès total. Les clients de demain adoraient le clown et Ray avait une fois de plus fait mouche avec son marketing. Il était temps pour lui de s'autoproclamer président de McDonald's. Ce titre lui permet donc de mettre en place d'autres stratégies. Il a étendu les restaurants avec l'objectif d'ouvrir des filiales dans les plus grandes villes, car c'est là que vivent la majorité des gens, et donc la majorité des clients futurs, à savoir les enfants bien sûr. Tout se passait pour le mieux, mais un beau jour, Harry est venu dire à Ray qu'il avait besoin d'argent cette fois. Il avait beaucoup de problèmes de santé et devait donc passer plus de temps que jamais à la maison. Ce fut un coup dur pour Ray, car Harry avait toujours été un bon partenaire d'affaires et était une aide précieuse pour lui. Il ne savait pas s'il était capable de s'en sortir sans Harry, mais il comprenait bien entendu que son partenaire, vu son état de santé, ne pouvait plus travailler 24 heures sur 24 comme il le faisait auparavant. Ray a donc essayé de faire comprendre à Harry qu'il devait lui donner les pleins pouvoirs afin de gérer seul les plans de croissance de McDonald's. Mais en fait, Harry a stoppé l'extension de McDonald's car il ne supportait pas de voir que Ray continuait de jeter l'argent par les fenêtres. Il était en effet certain que, en raison des crises économiques, le succès des filiales McDonald's allait bientôt s'essouffler. Il avait peur pour son avenir. C'est une décision qui a ouvert le feu entre Ray et Harry. La tentative de s'asseoir autour d'une table et de s'exprimer ensemble a échoué lamentablement. Après cette rencontre, Ray était déçu et en colère à la question de Ray, à savoir « Qu'est-ce que tu veux, Harry ?» Ce dernier a rapidement répondu par sa démission. En colère contre le départ de Harry, et avec la devise de toute sa vie « Je vais vous montrer de quoi je suis capable », Ray a en fait levé l'arrêt et a commencé à faire construire de nouveaux restaurants cette fois. Il avait trop souvent traversé des déceptions pour se briser sur celle-ci. Ray a contacté cette fois Fred Turner pour lui annoncer que d'ici la fin de l'année, il serait l'année suivante le nouveau président de McDonald's. Il avait deux idées pour cette déclaration. L'une était que Fred était un travailleur acharné qui méritait de connaître le succès dans les affaires. L'autre, c'était que, en faisant cette promesse à Fred, il le motivait tellement à travailler dur, encore plus dur, que son plan ne pouvait que fonctionner. Et ça a finalement été le cas. En 1968, une année après la déclaration de Ray, Fred a été nommé président de McDonald's. Après avoir quitté sa position de président, Ray devint président du conseil d'administration cette fois, ce qui lui donnait en fait compte plus de temps pour lui-même et lui a permis de faire ce qu'il faisait de mieux. Son travail consistait désormais à réfléchir à la manière d'améliorer encore et toujours McDonald's, ce qu'il avait toujours occupé son temps à faire. Il retourna donc en Californie afin de tenter de ralentir son rythme de vie. Mais cette fameuse vie ne devait pas être trop calme non plus pour lui, car une fois arrivé en Californie, il devait faire un discours lors d'un événement et sur la liste des invités, parmi des centaines et des centaines de participants, figurait un nom que Ray n'avait jamais oublié. Joanne Smith. Ça, Joanne, la femme qu'il avait tant aimée et pour laquelle il avait bouleversé sa vie entière, fait tant de sacrifices pour rien. Lorsqu'il la revit et que leurs regards se croisèrent, Ray eut l'impression qu'ils ne s'étaient jamais quittés. L'intimité et cette fameuse sensation de papillon dans le ventre étaient de retour et ils sont restés assis ensemble toute la nuit à discuter de tout et de rien. Après cette nuit fatidique, il était clair pour Johnny qu'elle voulait cette fois divorcer de son mari définitivement et épouser Ray. Mais ce dernier était maintenant marié à Jane et s'apprêtait à vivre son deuxième divorce et comme Jane avait été une bonne épouse, il lui a donné la maison de Beverly Hills.
Le 8 mars 1969 cette fois, Ray s'est finalement marié avec Johnny, l'amour de sa vie, pour être heureux. Finalement heureux. Revenons maintenant aux clients du futur et l'idée de Ray de rendre McDonald's le plus convivial possible pour les familles. Ensuite, il a fait rénover les bâtiments de restaurants afin de gagner plus de places assises. Pour lui, c'était clair. Plus de places assises, plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Il a donc travaillé dur sur l'idée de faire venir les jeunes enfants dans les restaurants McDonald's. C'était une époque où les publicités diffusées sur les téléviseurs pouvaient atteindre à peu près tout le monde dans les foyers normaux. De plus, des simples spots publicitaires Ronald McDonald's avaient déjà été diffusés des années auparavant, mais cela commençait à l'ennuyer. Il voulait quelque chose de nouveau. C'est ainsi qu'est né McDonald's Land, un spot publicitaire avec une musique joyeuse, un paysage coloré, des enfants souriants et le fameux clown Ronald qui sautait de joie. Les protagonistes couraient partout en riant. Ils essayaient, quoi qu'il en coûte, d'obtenir des hamburgers. Même les volets semblaient en fait totalement acceptables. Pas très moral, tu ne trouves pas? Pendant ce temps, le Big M de San Bernardino a dû fermer ses portes en 1968, à cause bien sûr de la succursale concurrente de Ray. Et à peine une année après la fermeture, les camions surbaissés sont arrivés pour le raser. McDonald n'a pas pu supporter cette douleur. C'est ainsi que Mac est finalement décédé en 1971 d'une crise cardiaque. En 1975, une franchisée du nom de Yolanda Cofino créa finalement un menu pour les enfants, un Ronald menu adapté aux plus petits. Elle pensa que les enfants devaient se sentir à l'aise chez McDonald's, qu'ils pouvaient commander leur propre repas et qu'ils ne mangeraient pas les mêmes plats que leurs parents. Lorsque le manager Bob Bernstein en a entendu parler, il a été totalement enthousiasmé par cette idée innovante et a donc décidé de faire servir ce menu dans une boîte colorée afin de le rendre encore plus attrayant pour les petits. Il l'a baptisé Happy Meal car il rendait les parents ainsi que les enfants heureux. C'est devenu iconique depuis. Mais alors, qu'est-ce qui rendait les enfants encore plus heureux que leur propre nourriture? Bien sûr, ce sont les jouets. Bernstein fit donc ajouter un jouet surprise au Happy Meal et le succès a été remarquable. Tout le monde adorait le Happy Meal avec ses fameuses boîtes en carton brut et la grande surprise qui les attendait à l'intérieur. Ça a d'ailleurs été un changement historique, non seulement à l'époque, mais aujourd'hui encore, on peut voir les yeux des enfants briller à l'ouverture de leur fameuse boîte. Ce qui s'est passé ensuite, personne n'aurait pu le croire cependant. Le 14 janvier 1984, Ray Kroc, malade de l'alcool, est décédé à 81 ans d'un arrêt cardiaque. Et bien qu'il n'ait pas été le plus jeune, il avait marqué les esprits comme un homme fort et indestructible, toujours fidèle à sa vision. Il avait bien sûr le cœur d'un combattant, mais ce même cœur était malheureusement devenu trop faible. À sa mort, il possédait des biens d'une valeur aux alentours des 500 millions de dollars. Il avait réussi à réaliser son rêve et était devenu multimillionnaire. Après la mort de Ray Kroc, l'histoire de McDonald's a été marquée par une expérience relativement étrange, mais tout de même belle. Le 30 novembre 1984, Dick, le premier cuisinier du grill de McDonald's à San Bernardino, a servi le 50 millième burger. Laissons ce moment fondre dans nos bouches. Après tant d'années de galère, McDonald's avait réussi. Rien ne pouvait plus aller de travers, pas vrai? Pas vrai? McDonald's, connu pour être l'un des plus grands loueurs de biens immobiliers au monde, dispose d'un patrimoine foncier d'une valeur de près de 30 milliards de dollars, selon son dernier bilan. Ce chiffre impressionnant signifie en fait que McDonald's possède plus de biens immobiliers que l'Église catholique. Il est étonnant de penser que l'entreprise génère la majeure partie de ses revenus par la location de ses biens immobiliers. Mais, à côté de tout ceci, des burgers ainsi que des milkshakes sont bien sûr également vendus, et chaque jour, des millions et des millions de personnes se rendent dans des restaurants McDonald's où un nombre incroyable de 75 burgers sont vendus chaque seconde. Il est à noter que malgré la popularité évidente de McDonald's et l'énorme succès économique de l'entreprise, de nombreuses études indiquent également un lien inquiétant entre la restauration rapide ainsi que les maladies mentales. L'une de ces études, intitulée « Association de l'alimentation occidentale et traditionnelle », a été publiée en 2010 dans le célèbre American Journal of Psychiatry. Elle a examiné différents types d'alimentation ainsi que leurs effets sur les troubles psychiques sur les humains. Les résultats étaient clairs.
la consommation de fast-food et de boissons sucrées est liée à un risque accru de dépression ainsi que d'anxiété. Il est également inquiétant de constater que la consommation de fast-food a bien sûr des effets avérés sur le cerveau et peut avoir des conséquences sur le plus long terme. Une autre étude, elle, a révélé qu'au bout de 3 jours seulement, des réactions similaires à celles d'une inflammation bactérienne pourraient apparaître. Dans une étude plus récente, on a aussi constaté que des souris nourries de fast-food occidentaux typiques développaient des réactions inflammatoires massives dans leur corps entier. Ces conclusions jettent donc une ombre certaine sur les produits populaires de McDonald's. McDonald's exploite en fait plus de 39 200 restaurants dans le monde entier, dont plus de 80% sont franchisés. 1% de la population mondiale mange d'ailleurs quotidiennement chez McDonald's. C'est un chiffre énorme. Au vu donc de ces chiffres impressionnants, on peut toutefois se demander d'où provient la viande des célèbres burgers McDonald's. La réponse, tu la connais peut-être, on en a déjà parlé sur la chaîne, il s'agit de Cargill, l'un des plus grands groupes alimentaires. Par le passé, de sombres agissements de Cargill ont déjà été mis en lumière, on l'a déjà révélé comme je viens de te le dire dans une autre vidéo si elle t'intéresse. Il est triste de constater que le géant de la restauration rapide, autrefois fondé avec de bonnes intentions, enrichit aujourd'hui ses plats avec encore plus de sucre et toujours plus de graisse. L'ancien directeur de McDonald's, Harald Schukor, affirme même que les plats de fast-food peuvent créer une dépendance. Cette affirmation est étayée par l'expérience d'ailleurs de Morgan Spurlock, qui a mené une expérience de 30 jours dans son célèbre film Super Size Me. Au cours de cette expérience, il n'a mangé que des fast-food McDonald's et a filmé ses résultats. Au cours de cette expérience, Spurlock a également connu des sauts d'humeur dépressives ainsi que de l'anxiété. Les effets de la consommation de fast-food sur la santé sont maintenant évidents et plus qu'inquiétants. Au vu de toutes ces affirmations, une question se pose maintenant. Achèterais-tu à ton enfant un Happy Meal chez McDonald's en toute tranquillité ? Les aspects malsains de la nourriture chez McDonald's ne sont plus un secret pour personne. Il existe d'innombrables vidéos ainsi qu'études qui le prouvent. Mais si tu es intéressé par une autre vidéo sur ce sujet, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Outre tous les aspects négatifs liés à McDonald's, il existe également une longue histoire de héros ainsi que de pionniers qui sont associés à cette franchise. De nombreuses personnes, comme toi et moi, qui ont dépassé leurs rêves et n'ont jamais abandonné. Il s'agit aussi parfois d'histoires de personnes qui ont été brisées par leurs propres rêves et qui en ont sauvé d'autres de l'ombre. L'ironie, c'est que les fondateurs de McDonald's sont tous morts d'un arrêt cardiaque. Cela pourrait donc nous faire réfléchir à la profondeur du lien qui les unissait à leur destin. Mais alors, qu'est-il advenu de toutes ces personnes? Wholesome and it sounded genuine, you know. I don't like these gimmick type names, you know. Burger this, burger that, and all that kind of stuff. McDonald's, it's got a nice sounding name. Sounds like Tiffany.